Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e webinaire de la communauté de pratique internationale et francophone santé mentale et travail sur le thème suivant, santé mentale et travail, des idées à l'action. Alors pour démarrer, quelques éléments d'organisation de la rencontre de ce jour. Nous avons aujourd'hui 5 invités. C'est un format un peu exceptionnel et nous remercions chaleureusement toute cette équipe de leur présence et de leur partage. La rencontre durera 1 heure, mais vous pouvez rester durant les 30 minutes qui suivent si vous avez des questions et souhaitez entendre l'invité. Il vous suffit pour cela d'écrire vos questions au fil de la rencontre dans le chat. Nous les prenons en note et on prendra le temps d'y répondre avec tous nos invités, ainsi qu'avec Jean-Philippe Cavrois, qui est le délégué général de la Fédération Santé Mentale France, qui est parmi nous pour aider à répondre au mieux à toutes les questions que vous pourriez avoir. J'en profite pour dire un grand merci à tous les membres de la communauté de pratique Santé Mentale et Travail, ainsi qu'aux équipes de Santé Mentale France, pour leur aide parfois discrète, mais très précieuse dans l'organisation et la réussite de ces webinaires. Alors, avant d'entrer dans le cœur de notre sujet du jour, j'ai besoin de vous transmettre quelques informations rapides. Comme vous le savez, notre communauté est représentée dans 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada. Et notre vocation est de rassembler tous les acteurs de la santé mentale au travail, toutes les parties prenantes que sont les employeurs, les personnes concernées, les professionnels du soin et de l'accompagnement, les chercheurs, les organismes de protection sociale, les proches, pour porter ensemble une évolution des questions, de la prise en compte des questions de santé mentale au travail, des pratiques d'accompagnement et augmenter les chances d'accès à l'emploi et de se maintenir dans l'emploi lorsque l'on vit avec des troubles psychiques. Pour cela, nous faisons 3 choses. On échange sur les pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité et on capitalise sur les expériences de chacun. Nous mesurons l'impact et clarifions les enjeux liés au retour au travail, au maintien au travail, grâce à des projets de recherche internationaux. Et nous sensibilisons pour lutter contre les stéréotypes, faire tomber les barrières et les tabous grâce à des événements ouverts à tous, comme le sont par exemple ces webinaires. Dans ce cadre-là, nous rappelons que l'on a besoin de votre aide pour finaliser une grande enquête internationale. Ça fait maintenant à peu près 1 an que la communauté a mis en place un grand projet de recherche sur la reprise et le retour au travail. Et on a besoin de constituer des échantillons représentatifs pour avoir des résultats significatifs scientifiquement pour cette recherche. Et donc, on a besoin d'avoir votre expérience, votre retour et que vous puissiez répondre au sondage, notamment si vous êtes un manager, un responsable des ressources humaines, un gestionnaire, un encadrant dans l'entreprise. On a besoin de votre parole, entre guillemets, et plus particulièrement également si vous êtes une personne concernée pour répondre et éclairer sur votre parcours d'accès à l'emploi et de maintien à l'emploi. Ça vous prend 15-20 minutes. Et il y a un tirage au sort avec un petit prix à gagner à la clé. Donc, c'est non négligeable et ça aide à faire avancer la recherche et apporter des résultats significatifs dans ce domaine-là. Deuxième information importante. Alors, je crois que normalement, voilà, dans le chat, il vous suffit de cliquer sur les liens qu'on vous a transmis si vous voulez répondre à ces questionnaires. On essaye de vous faciliter l'accès au sondage. Deuxième information, c'est que la communauté de pratique organise un grand colloque à Montréal les 16, 17 et 18 octobre sur le thème santé mentale et travail, s'inspirer, s'outiller, s'allier et innover. Grand programme. Les inscriptions vont ouvrir le 18 mars. Les places en présentiel sont limitées, mais il y aura toujours la possibilité de s'inscrire en distanciel. On vous propose de regarder un petit film de présentation de 30 secondes pour vous donner envie de nous rejoindre pour cette rencontre.
Voilà, vous savez presque tout. Le programme est déjà en ligne et dans 14 jours commencent les inscriptions. Donc, tenez-vous prêts. On peut maintenant entrer dans le cœur de notre sujet du jour, santé mentale et travail, des idées à l'action. Alors, il y a de multiples raisons de ne pas s'atteler au sujet de santé mentale et d'insertion professionnelle ou de travail. Les freins et croyances repoussoires sont nombreuses. J'ouvre les guillemets. Le handicap psychique est le handicap le plus difficile à intégrer. On ne peut pas travailler en milieu ordinaire de travail lorsque l'on a des problèmes de santé mentale sévères. La santé mentale concerne la vie privée et ne concerne pas les employeurs. Personne ne voudra jamais intégrer un salarié avec un problème de santé mentale dans son équipe. De toute façon, si ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, on n'arrivera à rien faire. Il y a une multitude d'acteurs à mobiliser, c'est trop compliqué. Toutes ces croyances sont autant d'obstacles à franchir pour rendre le travail accessible, durable. Or, nos invités du jour ont justement mis en place des actions, des projets, des partenariats qui font tomber ces barrières et ils font la démonstration par l'expérience de ce qui est possible. C'est pourquoi nous leur avons demandé de nous raconter comment ils s'y sont pris. Alors, Martin Binette, vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé et du mieux-être, de l'aide aux employés et auprès des entreprises et organisations publiques et privées. Vous êtes également une personne vivant avec un trouble de bipolarité et un trouble d'anxiété généralisée et c'est important pour vous de partager cette expérience qui donne de la crédibilité à vos messages. Vous nous parlerez de votre travail de mobilisation des dirigeants d'entreprise au sein du dispositif Relief à faire que vous avez piloté pendant plusieurs années et que vous venez de quitter, mais dont vous êtes encore ambassadeur. Mais je vais d'abord donner la parole à une équipe pluridisciplinaire belge très engagée pour évaluer et déployer un programme d'accompagnement vers l'emploi de type IPS, Individual Placement and Support, en France appelé emploi accompagné ou job coaching, et qui s'adresse à des personnes en incapacité de travail pour cause de troubles psychiques. La particularité de votre démarche est d'être portée à plusieurs voies. L'INAMI, organisme de sécurité sociale belge, et l'Université libre de Bruxelles pour évaluer et accompagner le déploiement. Alors, je vous présente tout de suite. Saskia Decuman, vous êtes directrice du département réintégration au travail de l'INAMI et vous êtes accompagnée d'une équipe de chercheurs en sciences humaines à l'Université libre de Bruxelles. Natasia Amara, chercheuse en sociologie, Vanessa Degreffe, chercheuse en droit, et Ilan Tojrov, chercheur en économie. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous parler à la fois de la réflexion qui a été menée autour des intentions de ce programme d'accompagnement, mais aussi de la manière dont il est évalué et comment cela s'accompagne sur le terrain. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je suis Saskia Decuman, comme ça a été déjà dit, de l'INAMI, c'est l'Institut national d'assurance maladie invalidité. Notre institution est une institution fédérale. On est responsable pour l'assurance soins santé obligatoire, mais on a aussi un volet très important sur l'incapacité de travail et la réintégration. L'incapacité de travail limitée à tout ce qui est le non professionnel, c'est-à-dire les maladies non professionnelles et les accidents qui ne sont pas les accidents du travail, vu que ce sont deux aspects qui sont gérés par une autre institution fédérale. Aujourd'hui, ensemble avec l'équipe de l'ULB, on va vous présenter notre projet pilote IPS belge. C'est vraiment un projet qu'on a, dès que le début, ça a été un projet en co-construction. Le financement du projet est fait par l'INAMI, pas seulement le projet tant que tel, c'est-à-dire l'implémentation de l'IPS par des sites d'IPS, mais bien sûr aussi le financement lié à l'étude dont nos collègues de l'ULB vont parler d'ici quelques minutes. C'est très important parce que ça veut vraiment dire que c'est une institution fédérale qui a à un certain moment décidé de mettre en place ce programme IPS avec le soutien d'une équipe de recherche qui nous joint aussi dans un comité de pilotage qui appuie vraiment sur la collaboration entre l'administration et la recherche.
Pour l'INIAMI, il y a un chef de projet qui est aussi ici dans la réunion, c'est Ellen Wiffels, qui est un collaborateur de moi, et 3 coordinatrices. On a quelqu'un qui coordonne les sites de Flandre, on a quelqu'un qui coordonne le site de Bruxelles et les 2 sites de Wallonie. Et pour l'ULB, il y a 5 chercheurs qui sont impliqués en droit social, sociologie et économie. Et on a commencé avec ce fameux projet pilote déjà en 2018. Et oui, Vanessa, Natalia, tu peux passer la slide suivante. C'est très spécifique qu'on a commencé avec faire un état de lieu dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle. C'est-à-dire, on a demandé à l'équipe de recherche de nous donner un inventaire. Qu'est-ce qu'au niveau belge, on a déjà dans le cadre de la réintégration au travail des gens avec un trouble psychique. Et c'est dans cette étude qu'on a fait le constat que pour des gens pour lesquels qui ont une trouble psychique modéré à grave, il y a un modèle de suivi, une méthodologie d'accompagnement qui a déjà prouvé son valeur ajoutée au niveau scientifique dans d'autres pays européens et mondiaux, mais qu'on n'a pas encore mis ça en œuvre dans la Belgique. Et c'est là où on a pris la décision, parce qu'on parle notamment de l'IPS. Selon notre connaissance, c'est la seule méthodologie pour les troubles psychiques modérés à graves qui a déjà prouvé ses valeurs ajoutées, mais qui n'était pas à la disposition des assurés sociaux belges. Ça, c'était pour nous un petit peu notre phase 0 et avec le phase 1, une préparation du projet pilote. Voilà, je ne dois pas vous dire que la Belgique, c'est un tout petit pays, mais c'est quand même un pays complexe avec beaucoup de gens qui sont impliqués. Pour vous donner un exemple, par exemple, la législation sur l'incapacité de travail et la réintégration est fédérale, mais l'accompagnement des gens qui sont en incapacité de travail est une responsabilité des régions. Ça veut dire qu'il y a plein d'acteurs qui sont impliqués quand on veut mettre en place une méthodologie comme IPS et ça demande beaucoup de préparation, aussi notamment avec, par exemple, les mutuelles. En 2018, on a quand même lancé le projet pilote et maintenant on est dans la phase du suivi. On est dans la phase dans laquelle on fait des analyses et le monitoring de manière quantitative et qualitative. Et on est aussi en train de préparer, on est aussi en train d'avoir les premières réflexions concernant une possible implémentation dans le cadre de la sécurité sociale belge. Sur la slide suivante, on vous donne un exemple de notre étude qu'on a mis en place dans ce volet préparatoire. Et c'est-à-dire que professeur de Greef a fait pour nous une analyse en groupe pour identifier les barrières et les leviers à la réinsertion. Tout se démarche pour voir, OK, qu'est-ce qu'on doit encore faire pour mieux préparer l'implémentation de cette étude sur l'IPS pour qu'on puisse quand même assurer un bon déroulement de l'étude tant que telle. Par exemple, pour vous donner quelques le problème de formation, par exemple, et un manque de sensibilisation des acteurs concernés, le fait qu'il y a un manque d'outils sur le lieu du travail, une dangereux de faire circuler, par exemple, le diagnostic médical et tous les aspects liés au niveau du disclosure quand on fait l'accompagnement de quelqu'un dans le cadre de son retour au travail. Voilà, je passe maintenant la parole à Natasia pour les slides suivantes. Alors, ce sera pour le slide suivant, ce sera Vanessa qui va revenir sur le projet pilote IPS, sur les différents principes. Et puis moi, je reviendrai un petit peu plus tard sur les enjeux. Je t'en prie, Vanessa, pour les différents principes et peut-être repréciser un peu, recadrer ce qu'est ce projet pilote IPS. Parfait, merci Natasia. Alors, on peut revenir 2 slides en arrière, si tu veux bien. Parfait. Et donc pour poursuivre ce qu'expliquait Saskia, vous verrez directement que c'est un travail de co-construction entre l'administration et une équipe de recherche.
c'est que je vais ici terminer les slides que Saskia expliquait par les leviers qu'on a pu mettre en évidence dans le cadre de cette recherche en 2018. Donc l'objectif était à la fois pour implémenter l'IPS, de pouvoir voir les problématiques typiquement belges, mais ils ont souvent, vous verrez, j'imagine, également avec une résonance internationale, mais également de pouvoir mettre en évidence quels étaient les points forts aussi qu'on avait si on développait ce dispositif. Et là, je vais donner quelques exemples. On avait notamment des réseaux qu'on appelle les réseaux trios qui sont maintenant développés sur tout le territoire, qui visent à mettre ensemble et en coordination permanente des médecins traitants, des médecins qui viennent des mutuelles et des médecins du travail, de façon à ce que ces trois acteurs se parlent, je dirais, beaucoup plus fréquemment, de façon à améliorer la communication entre le monde de la santé et le monde du travail. Un autre point fort, il y en a différents ici, mais qu'on avait en Belgique, c'est notamment la formation Disability Management de l'INAMI. Bon, le but n'est pas non plus de faire de la publicité, mais simplement de vous montrer l'existence de formations où il y a une belle liste d'attente, Saskia pourra en parler, de personnes qui ont envie de devenir Disability Managers et vraiment d'être spécialisées dans les questions d'incapacité de travail. Donc, ils sont formés par l'administration, en même temps que leur travail en général, et puis ils vont pouvoir bénéficier d'une expertise spécifique sur l'incapacité et la réintégration au travail, et donc ils vont avoir une certaine, constituer une forme d'atout, je dirais, dans le monde du travail, en ayant cette expertise en droit du travail, mais aussi en droit de la sécurité sociale, et aussi sur plein d'autres outils de type plus médicaux. Il y a une autre règle que j'aime bien mettre en évidence aussi, et qui existe peut-être dans les pays des différents participants ici à ce séminaire, c'est des règles qui permettent à des personnes de se tester au travail, mais tout en restant dans l'incapacité de travail, et aussi d'avoir une rechute. Donc ça veut dire que lorsque vous reprenez un travail ou que vous quittez en fait l'assurance indemnité, eh bien si vous avez une rechute dans les 3 mois en cas d'une invalidité, je dirais dans les 15 jours, si on est dans la première année d'incapacité de travail, eh bien, l'administration va vous réintégrer automatiquement sans devoir refaire toute la paperasse administrative pour être reconnu en incapacité de travail. Ce sont des types de mécanismes qui permettent de faciliter, je dirais, l'aller-retour entre le monde du travail et de la santé, et souvent, on va même mettre en place des actions pour que les deux soient possibles concomitamment. Alors, on peut passer au slide d'après. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la méthode IPS, Individual Placement and Support. Et donc, le grand principe de base, je me limiterai à slide, vous voyez le reste sur le slide, c'est d'avoir cette approche qui est basée sur le place then train et pas le train then place. Donc, autrement dit, on va directement confronter la personne au marché du travail pour comprendre ses besoins, voir quel type de formation il faut mettre en place. Mais on ne va pas avoir le système qui est le système classique qu'on connaît nous en Belgique initialement. Un système, on va d'abord travailler sur l'orientation de la personne, et puis sa formation, et puis retrouver un travail, mais qui, en pratique, peut aussi parfois faire perdre du temps. Alors, il y a un engagement du monde du soin qui est recherché et du monde du travail. Je dirais que c'est un des gros défis, c'est toujours d'arriver à travailler ce rapprochement entre monde du travail et monde de la santé, qui est vraiment un point capital. On peut passer au slide d'après. Il y a 8 principes du modèle IPS que vous voyez ici. De nouveau, je ne peux pas prendre le temps dans le cadre de cet exposé de les parcourir tous, mais je dirais qu'il y a un point qui est vraiment... il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le soutien à durée indéterminée et individualisé, donc c'est le point 6. C'est cette force d'avoir ce job coach qui va vraiment être un soutien normalement à durée indéterminée. Alors, ici en Belgique, on est encore dans le cadre d'un projet pilote, mais on a vraiment l'objectif de devenir pérenne. Et c'est de pouvoir se dire qu'au cours d'une vie, eh bien, on peut faire ces allers-retours vers cette personne qui est en fait toujours là pour vous aiguiller et pour vous aider en cas de soucis, et qu'on ne peut pas non plus toujours régler constamment tout d'un coup. Donc, on aime beaucoup, je pense tous, cette idée ici dans l'équipe de pouvoir travailler à ce soutien à durée indéterminée, d'où l'intérêt aussi de réfléchir à ce programme à travers les branches de sécurité sociale. Alors actuellement, c'est une seule branche de la sécurité sociale, comme Saskia Dokuman qui vous l'a expliqué, qui finance le projet. Mais l'objectif aussi est de pouvoir travailler avec les partenaires régionaux
pour qu'ils envisagent vraiment aussi la suite à donner à ce programme. Un autre point qui est important, c'est le premier point, l'emploi compétitif. Compétitif est toujours un mot qui paraît un peu frontal, mais en tout cas, il a toujours été, c'est comme ça qu'il est décrit en anglais initialement, et il est écrit ainsi en opposition aux emplois de type protégé, ou dans des ateliers protégés, sociaux, adaptés. Voilà, ici, l'objectif, c'est vraiment de rechercher le marché de l'emploi ordinaire, de chercher un emploi sur ce marché et d'obliger le monde du travail à adapter les conditions de travail face à tout type de problèmes de santé, et ici en particulier de problèmes de santé mentale. Et là, il faut vraiment adapter le travail à l'être humain, et ça, c'est un des grands défis, je dirais, dans les temps à venir, c'est d'arriver à modifier ce monde du travail en partant de la sécurité sociale, ce qui n'est pas toujours l'enjeu le plus facile. Au slide suivant, je pense que j'ai encore un mot à vous dire avant de laisser la parole à Natasia. Le public cible, donc on a dû en effet beaucoup travailler au début du projet et avant de le diffuser. Quel était le public cible? On voulait s'assurer d'avoir des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale modérés à graves. Alors la frontière est compliqué à établir, comme Jacques-Marc Corbière est ici, mais comme en effet j'ai pu avoir des discussions avec certains d'entre vous à cet égard. On a vraiment dû faire attention au fait que les médecins qui rencontraient les assurés sociaux acceptent des personnes qui avaient parfois une addiction seulement. La dépression n'est pas toujours bien comprise encore par des médecins qui n'ont pas d'expertise dans le domaine de la psychopathologie. Donc on a vraiment dû leur dire, voilà, il faut que vous acceptiez tous les types de dépression. Ça fait partie de problématiques qui peuvent en effet donner lieu à des troubles mentaux modérés. Et alors, un autre point qui était très important, ça concerne les deux derniers points du public cible, c'était de s'assurer que la personne était bien volontaire pour rentrer dans le programme. Donc, ce qui garantit aussi évidemment une forme de motivation à rechercher un travail. Mais donc, on est vraiment ici dans une assurance volontaire de ce point de vue-là. Donc, on a fait signer 2-3 fois les différents papiers. On a expliqué ce que c'était aussi un consentement. Et on voulait s'assurer que même des personnes qui avaient parfois eu des passés qui peuvent être vues comme étant problématiques ou difficiles, eh bien, étaient également admises dans le programme. Je dirais que c'est un des grands luxes du programme, c'est de pouvoir admettre en fait tout le monde une fois qu'on a la garantie qu'on a un trouble mental sans exclusion. Et ça, c'est quand même, voilà, je dirais une des grandes richesses de ce programme, c'est de ne pas viser un public très très limité qui serait celui le plus facilement réadaptable et remettable, je dirais, sur le marché de l'emploi. Natasia, c'est à toi. Merci beaucoup Vanessa. Je vais reprendre un petit peu sur où on en est, hein, quels sont un petit peu les défis du programme pour le moment. Alors évidemment là, dans ce cadre-là, de façon courte, hein, on va de nouveau balayer un petit peu différents enjeux qui, comme Saskia et Vanessa vous l'ont dit, sont évidemment multiples et complexes hein, dans un projet comme l'IPS, dans des situations extrêmement complexes et dans un besoin de pouvoir apporter des solutions ou en tout cas des pistes qui soient vraiment sur du multiniveau. Un des grands enjeux, évidemment, pour le programme, c'est de construire cette identité, ce nouveau métier de job coach lié à une assurance sociale. Hein. Vanessa l'a dit, c'est vraiment cet enjeu tout à fait spécifique qui implique, dans le cadre de la communauté de pratique, je pense que c'est un enjeu qui revient très souvent, hein, la constitution aussi de professionnels qui soient à la fois tout à fait ancrés dans le domaine de la santé et aussi tout à fait ancrés dans le domaine de l'emploi. Hein, et donc, d'avoir toute cette série de savoirs, toute cette série de compétences aussi, cette façon de s'y maîtriser à la fois voilà, dans la relation avec l'assuré et avec l'employeur. Et donc, il y a vraiment cette importance-là à élaborer ce rôle qui est évidemment tout à fait neuf et qui doit aussi voilà, apprendre à être connu, apprendre à connaître un peu les frontières du rôle. Que fait un job coach? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et donc ça, évidemment, c'est tout un enjeu au quotidien. Aussi,
un aspect vraiment important à la fois dans ce rôle et plus globalement pour le programme, c'est les questions liées aussi à la divulgation, c'est-à-dire vraiment le fait que dans le cadre de l'IPS, l'assuré ne doit pas divulguer à un employeur les aspects liés à sa santé mentale s'il ne le souhaite pas, mais il y a vraiment ce travail avec le job coach qui est effectué aussi pour finalement divulguer et réfléchir autour de la divulgation qui soit la plus qualitative possible et très pratique. C'est-à-dire que par exemple la divulgation en IPS, c'est vraiment quelque chose qui est discuté à chaque moment quant à savoir si on évalue les pour, les contre, mais aussi on apprend en tant que travailleur social à discuter de divulgation, à construire aussi tout cet argumentaire-là, à poser des questions, à vraiment élaborer tout un processus décisionnel avec le bénéficiaire autour de ça pour que cette divulgation elle soit la plus qualitative possible là-dedans. Et donc c'est vraiment dans le cadre à la fois des questions liées à la santé mentale, mais aussi dans le cadre de l'incapacité de travail, c'est-à-dire comment on communique aussi autour de ces enjeux-là, et c'est vraiment un des points absolument centraux de la part des job coachs. Et aussi, évidemment, soutenir les enjeux liés plus à la prévisibilité de la situation financière de l'assuré. On sait à quel point il est très important que quelqu'un qui retourne au travail sache précisément de quel salaire on parle. Et donc, c'est aussi tout un travail du job coach en amont de pouvoir vraiment donner une information la plus éclairée pour la personne et que ce soit fait avant la reprise du travail, ce qui est vraiment un enjeu là-dedans et un enjeu pas toujours évident à remplir pratiquement. Et donc, il y a vraiment là un rôle très important des job coach IPS sur ces aspects-là, y compris aussi de pouvoir résoudre certains problèmes pratiques rencontrés par exemple, quand, Vanessa vous a parlé tout à l'heure aussi de reprise partielle, quand la personne va combiner des revenus du travail avec les indemnités, eh bien, il y a aussi parfois des problèmes qui peuvent être liés à des retards, par exemple, dans les indemnités, etc. Donc là, il y a aussi un vrai support du job coach pour pouvoir aider à soutenir ces questions-là administratives, mais aussi à vraiment soutenir de manière plus générale l'ensemble du processus là-dedans, qui est vraiment un enjeu et qui, dans le cadre du projet, est aussi une vraie réflexion autour des bonnes pratiques parce que, évidemment, là, il y a un enjeu aussi à travailler avec l'administration. Le projet pilote IPS permet de faire remonter aussi toute une série de problématiques de terrain qui remontent de cette manière-là pour trouver aussi des solutions plus structurelles à ce type de problématiques rencontrées au quotidien, pas seulement pour les bénéficiaires IPS, mais pour l'ensemble des personnes concernées. Un des derniers points sur lesquels je voudrais attirer l'attention, qui a été vraiment déterminant aussi dans le cadre de l'IPS, où là on aborde ces questions de communauté, de partage de pratiques, c'est pour l'évaluation de la fidélité méthodologique au programme. C'est vraiment quelque chose qui en IPS est absolument primordial. On a, vous le verrez quand vous pourrez revisionner les slides, etc. En IPS, on a toute une série de critères méthodologiques qui sont appliqués pour pouvoir évaluer l'impact du programme et surtout évaluer si les critères sont suivis. Et là-dedans, évidemment, c'est poser la question qu'on se pose nous depuis des années là-dedans, qui est de dire comment on évalue ça et qui réalise cette évaluation-là. Alors jusqu'à présent, on a fait ces évaluations-là en interne, qui nous ont toujours permis aussi de faire un retour qualitatif avec les sites, de revenir avec toute une série de problèmes pratiques qui étaient rencontrés. Et l'année passée, on a eu recours à une évaluation internationale, c'est-à-dire que comme on n'avait personne en Belgique qui étaient des praticiens de terrain, parce que c'était pour nous, il y avait cette réflexion-là autour de dire aussi que le partage d'expérience était quelque chose d'absolument pertinent là-dedans.
Eh bien, donc on a 2 sites, un site hollandais à Fresnos et un site français pour Working First, qui eux sont venus donc faire cette évaluation-là des sites francophones et des sites flamands, où il y a eu vraiment cet échange avec la pertinence aussi d'avoir ces évaluations par les pairs et donc de faire en sorte que ces échanges aussi de pratiques soient des choses qui soient véritablement faites à chaque échelon là-dedans et permettent qu'on soit à la fois sur des discussions, bien sûr, de théorie, de principes, mais aussi des échanges de pratiques de terrain qui là sont absolument essentielles quand on parle de questions d'évaluation. Pour le reste, pour la suite du programme, on a aussi toute une série d'entretiens qui sont prévus, par exemple, avec les assurés l'année prochaine, et on sera ravis de continuer à communiquer là-dessus dans les prochaines années. Hélène, je te passe la parole pour maintenant la présentation des résultats issus de la RCT. Merci aussi pour l'invitation, très content d'être là. Donc, on m'a demandé en 5 minutes de vous présenter plus spécifiquement les résultats et l'approche qui a été adoptée pour l'évaluation du programme IPS. Et je vais essayer de me concentrer le plus possible sur comment on a travaillé, quel était l'état d'esprit, quels étaient les avantages et les désavantages. Et puis, je présenterai évidemment les résultats, comme ça je vous tiens en haleine. Et évidemment, si vous voulez avoir plus de détails sur les résultats, sur comment on y est arrivé, vous pouvez avoir accès au rapport final, à des rapports résumés, à une vidéo dont les liens sont disponibles à la fin des transparents. Donc, au niveau de notre approche, voilà, quelques points importants, je crois, à avoir en tête, c'est que d'abord, et ça a déjà été souligné par Saskia, par Vanessa, par Natasia, la partie évaluation économique, au-delà des évaluations qui sont réalisées aussi par l'équipe de Vanessa et Natasia, a été réfléchie dès le début. Ce n'est pas qu'on est arrivé en chemin ou non. Au moment où le projet pilote a été réfléchi, conçu, j'allais pas dire les méchants économistes, mais les économistes étaient déjà dans la pièce. Et je pense que ça a permis que la situation, qu'on puisse vraiment bien travailler ensemble et que la qualité, non seulement du projet pilote, mais de son évaluation, soit aussi de premier ordre. 2, c'est qu'on est aussi venu avec une approche qui était la nôtre par rapport à cette évaluation-là, et qui est une approche causale donc de l'évaluation. Finalement, est-ce que l'IPS, quel est l'effet de l'IPS sur une personne au-delà des caractéristiques observées, non observées de la personne? Voilà, est-ce que si on a accès à l'IPS ou si on a accès à un autre programme, qu'est-ce que ça change finalement? Et c'est une approche qui a été validée, on va dire, par le comité de pilotage dès le début. 3, c'est que, et ça va peut-être faire sourire certains dans la pièce, j'allais dire, la pièce virtuelle, c'est que moi, j'étais assez agnostique au début par rapport au programme IPS, par rapport à notre programme. Okay, je comprenais je comprenais déjà la logique évidemment du programme, mais mon intérêt personnel, ou pas personnel, mon intérêt de chercheur, on va dire plutôt, c'est il y a plusieurs programmes basés sur des philosophies différentes, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de tel ou tel programme sur l'effet, sur l'emploi, sur la santé de court terme, de long terme. Et je pense que c'était important et j'étais très transparent par rapport à ce point de vue. 3, c'est que dès le départ, il y a un signal très très fort qui a été donné par Saskia, par Clara, par Hélène, par toute l'équipe de l'INAMI, donc par l'administration, sur le fait qu'ils étaient demandeurs d'une évaluation. Okay, donc, ils étaient prêts, c'est peut-être un peu forcé le trait de dire ils prenaient un risque, parce qu'évidemment, eux, quand ils lancent un projet pilote autour de l'IPS, c'est évidemment, quelque part, ils pensent que c'est un projet porteur, une approche porteuse, mais dès le départ, ils étaient prêts, entre guillemets, à prendre le risque que cette approche porteuse, selon eux, soit évaluée avec peut-être des résultats très positifs, peut-être des résultats moins positifs. Et ça, je pense que c'est tout à leur honneur, mais ça fait preuve aussi, dès le départ, de la volonté d'avoir l'assuré, finalement, au cœur de l'approche. C'est vraiment ce qui compte, c'est est-ce qu'on peut changer ce qui se passe chez l'assuré quand il a des problèmes de santé mentale et qu'il est volontaire pour se réintégrer sur le marché du travail. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça simplifie toutes les difficultés qu'on va rencontrer pendant l'évaluation et pendant le projet pilote. 4, c'est que, une fois qu'on s'est arrêté sur une méthode, nous, on est extrêmement intransigeant par rapport à cette méthode-là. Voilà. On pense que cette méthode-là, pour qu'on puisse en retirer des résultats, elle doit être faite d'une manière et pas d'une autre. Et là-dessus, on est intransigeant. Mais en même temps, on comprend bien qu'il y a plein de facteurs
importants, plein d'enjeux importants en même temps quand on lance un projet pilote. Et donc, on essaie en permanence d'être pédagogue, à l'écoute, mais aussi de faire de souplesse. Donc, ça peut paraître paradoxal de dire, attends, il est intransigeant, mais il est souple. Mais non, mais c'est justement, c'est être intransigeant sur la méthode et dire, ben voilà, si on fait ça, ben, ça peut avoir des conséquences sur la qualité des résultats. Donc intransigeant, mais en même temps comprendre que parfois il fallait faire des compromis par rapport à ce qui se passe dans la réalité. C'est ce qui a évoqué le fait qu'il y a plein de... C'est Dynami évidemment qui chapeaute le projet, mais il y avait plein de partenaires locaux, entre guillemets. Ben voilà, il fallait s'adapter, réexpliquer pourquoi est-ce que dans le cadre de l'évaluation, il y a certaines choses qu'on peut faire ou pas faire. C'est de nouveau quelque chose qui est extrêmement précieux et qui n'est possible que si la tête, donc Saskia, Clara, Hélène, sont demandeuses et poussent et supportent cette approche-là. Finalement, et puis je vais aussi parler un peu plus des résultats, c'est que moi je pense que quand on a un chercheur, et je suis certain que Vanessa et Anastasia pensent la même chose, on comprend bien que parfois les intérêts peuvent diverger à certains moments dans un projet pilote entre chercheurs même, entre chercheurs et administration, entre chercheurs, administration et politique. Et je pense que le plus important dans ces moments-là, c'est pas qu'il y ait des divergences, c'est tout à fait naturel, mais plutôt d'être transparent par rapport aux objectifs des uns et des autres. Et évidemment que à plus de 70%, ces objectifs sont similaires, mais il est aussi tout à fait normal et cohérent que une partie des objectifs ne soient pas les mêmes. Et je ne pense pas du tout que ce soit un souci à partir du moment où on est transparent là-dessus et qu'il y a un dialogue permanent par rapport à cet aspect-là. Finalement, quand on prend le risque ou quand on fait une évaluation de type causal avec une expérience aléatoire, on a besoin de données. Évidemment, c'est un sujet très sensible, plus que jamais, on va dire, d'autant plus qu'on parle aussi d'une thématique sensible, la santé mentale, des personnes qui sont en invalidité. Et donc là, je pense aussi que, évidemment, les chercheurs doivent être intransigeants sur la manière dont les données sont traitées. Et c'est évidemment été le cas, comité éthique, tout a été approuvé 300 fois et on a fait toutes les choses dans les règles de l'art. Mais en même temps, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'évaluation. Donc, et ça aussi, je pense que c'était un point fort de cette évaluation, c'est que ça n'a pas toujours été facile parce que aussi les données administratives, par exemple, elles ne sont pas conçues en amont pour être analysées par des chercheurs parce qu'elles sont traitées ou collectées pour d'autres raisons. Et là, parfois, il y a un coût administratif supplémentaire. Mais voilà, à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, sur l'intérêt d'avoir accès aux données, qu'elles soient de bonne qualité, qu'on soit dans le respect de la vie privée, il y a moyen de fournir des évaluations de très, très haute qualité, comme celles qu'on a faites ensemble, évidemment. Finalement, on ne peut pas tout trouver dans les données d'enquête, dans les données administratives. Et donc, dans ce cas-ci, on a aussi l'opportunité de collecter des données d'enquête pour compléter les résultats qu'on pouvait retirer des données administratives. Ça demande aussi du travail supplémentaire, tant de la part des chercheurs que de l'administration. Mais à partir du moment où on explique pourquoi est-ce qu'il faut des enquêtes en plus des données administratives, eh bien, ça permet de le faire. Et pour finir, quand on fait ce type d'évaluation-là, je pense que c'est aussi très important d'aller au-delà de ce que moi j'appelle l'effet moyen. On peut se dire, ben voilà, l'effet moyen sur la personne en invalidité, il est peut-être très positif, très négatif, mais ce qui est aussi intéressant d'un point de vue de politique publique, d'un point de vue de l'INAMI, de dire, ben voilà, peut-être que ces effets-là, pour certains groupes, ils sont beaucoup plus importants, peut-être qu'ils arrivent plus vite, peut-être qu'ils disparaissent plus vite. Et donc, c'est aussi très important d'essayer d'avoir un échantillon qui soit le plus grand possible, même si parfois ça complique les choses, ça prend plus de temps, mais ça permet parfois d'affiner et surtout de pouvoir mieux utiliser le résultat de l'évaluation, dont c'est finalement l'objectif premier par rapport à l'administration publique avec laquelle on travaille. Et alors, le dernier point, c'est, que vous voyez dans le slide, c'est malheureusement, on est très lent. Okay, c'est triste à dire, peut-être quelque chose qu'on ne peut plus dire en 2024. Être lent, non, c'est pas possible. Quand on ne peut pas être lent, il faut être rapide. Ben non, nous, dès le départ, et on était tous sur la même longueur d'onde, on savait qu'on rentrait dans un projet pilote. On savait qu'il nous faudrait un certain temps, pour que le projet pilote se mette en route, pour que se co-construise, pour qu'on puisse l'évaluer, pour qu'on puisse avoir les résultats de l'évaluation, pour qu'on puisse avoir accès aux données et qu'on puisse après en retirer des leçons. Et ça, je pense que parfois, ça fait peur. Mais en fait, voilà, il n'y a pas moyen en fait, de contourner ça. Vouloir aller vite, c'est vouloir prendre des décisions infondées. Et donc, quelque part,
peut-être en amont, ça peut paraître bizarre de se dire que ça va prendre du temps, mais en fait, prendre du temps, c'est permettre de mieux aider l'usager sur le long terme. Et ça, de nouveau, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Maintenant, je passe vite au résultat, parce que voilà, il reste peu de temps et que certains, vous aurez beaucoup de questions de répondre. Attends, oui, merci Ilan, pour qu'on puisse tous vous entendre. Donc, expérience aléatoire, donc de manière aléatoire, des usagers volontaires ont été répartis entre deux groupes, le groupe IPS et un groupe plus classique en termes d'approche. Les résultats que je vous montre sur le premier échantillon, un échantillon, on a plus ou moins 700 personnes qui sont rentrées dans le projet pilote entre... Non, encore, Nassadia, désolé, encore 2 secondes. Entre 2018 et 2019. Les résultats que je vous montre sont à 18 mois, mais bientôt on aura des résultats à 30 mois puis à 60 mois. Donc, très important de pouvoir voir les différents effets à court terme et à long terme. Et l'évaluation a maintenant été prolongée jusqu'en 2025. Vas-y, désolé, tu peux y aller, Nathalie. Donc, de manière graphique, donc, voilà, vous avez ici la comparaison entre les deux groupes, ceux qui, de manière aléatoire, ont été alloués dans le groupe IPS, donc la ligne pointillée, et ceux qui ont été alloués de manière aléatoire dans un programme de réhabilitation plus classique, de d'abord formation, et puis on retourne travailler. Et donc, vous devez bêtement, entre guillemets, comparer les deux courbes. En haut à gauche, sur le fait de travailler tout en recevant toujours des allocations. En haut à droite, suivre une formation. En bas à gauche, le fait d'être toujours en invalidité ou pas. Et en bas à droite, recevoir des allocations d'invalidité. Et donc, si on se concentre sur le panel A, en haut à gauche, on voit que 0, c'est le moment où ils ont marqué l'intérêt de recommencer à travailler, d'être volontaire dans le groupe qui a été défini par Natasia, Vanessa et Saskia. Et là, on voit que la part des participants dans le groupe qui ont recommencé à travailler, alors qu'elle n'était pas différente avant 0, donc avant qu'ils soient alloués dans un des deux groupes, elle augmente pour les deux, mais elle augmente plus vite et plus pour les personnes qui ont eu accès au programme IPS. Et donc, voilà, c'est tout simple. Ce résultat montre que il ne montre pas que ça augmente la probabilité que vous sortez de l'invalidité, qui est le panel C, mais il montre qu'il augmente la probabilité que vous commencez à travailler tout en touchant toujours vos allocations d'invalidité. Et en bas à droite, vous voyez l'effet sur le fait de recevoir des allocations d'invalidité. Et en Belgique, plus vous commencez à travailler tout en touchant des allocations, moins vous en touchez. Donc, ça montre aussi la différence par rapport à ça. Dans l'autre sens, voilà. Ici, vous avez les résultats des régressions qui montrent la même chose. Je vais le passer parce que je vois que mon temps est compté. Tu peux encore y aller, Natalia. Oui, là, juste un élément important, c'est que, évidemment, vous êtes tous en train de dire, OK, mais c'est très bien qu'ils commencent à travailler, mais sans doute que c'est un effet sur leur santé, c'est terrible, etc. Sur base des données d'enquête, qui sont effectivement des données subjectives, nous, on n'a trouvé aucun effet négatif sur la santé entre les deux groupes. Donc, on trouve un effet positif sur la probabilité de retrouver un emploi, mais il ne semble pas y avoir de trade-off en termes d'effet sur la santé, mais ce sont des indicateurs subjectifs. Et là, on est en train de collecter des indicateurs objectifs de santé pour voir si ça confirmerait les indicateurs, ce qu'on peut obtenir comme résultat sur base des indicateurs subjectifs de santé. Slide suivant, s'il te plaît. Oui, alors, je vais passer très vite là-dessus, mais alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils retrouvent un travail plus rapidement? Et c'est le dernier, je termine là-dessus, c'est qu'il semblerait que plus vite ces personnes-là se rendent compte que si elles veulent commencer à travailler, sans doute qu'elles peuvent le faire pour un salaire plus faible. Voilà, un tout grand merci de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup à vous tous. Je sais que l'exercice n'était vraiment pas évident quand on voit l'ambition de ce projet et la quantité d'informations, mais ça nous semblait vraiment précieux d'avoir vos 4 regards et c'était ça que l'on voulait illustrer. Donc, j'espère qu'on a donné envie à tous les participants qui sont très nombreux, qui d'ailleurs, j'ai vu passer dans le chat, viennent à la fois des pays de la communauté de pratique, mais aussi d'ailleurs, puisque notamment d'Afrique et du Sénégal. Et voilà, ils pourront aussi trouver tous ces éléments-là, toutes ces informations-là, les creuser si ils sont intéressés, parce que c'est un travail important et d'ampleur. Merci infiniment pour l'exercice de style de concentrer ça en si peu de temps. On va pouvoir répondre aussi aux questions. Il y a plusieurs questions qui sont passées pour vous. Donc, durant la dernière demi-heure, on pourra prendre le temps d'y répondre et de creuser certains sujets. Je passe tout de suite la parole à Martin Binette. Et donc, Martin, vous allez nous parler de la manière dont vous avez, pendant plusieurs années, travaillé à mettre en mouvement notamment les dirigeants d'entreprises
Et vous allez partager cette expérience-là et puis nous raconter quels sont les programmes que vous avez vu mettre en œuvre et l'impact que ça a eu chez les employeurs. On vous laisse la parole, Marthe. Alors, Martin, votre micro est coupé. Voilà, ça y est, on vous entend. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Magnifique. C'est probablement le décalage de Montréal, Claire. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vous dirais que ça m'a touché personnellement, vivant moi-même avec un enjeu de santé mentale depuis près de 30 ans. J'ai eu aussi à vivre des arrêts de travail et je trouve ça important justement de travailler sur la réinsertion des personnes vivant avec un enjeu de santé mentale. C'est des gens qui sont motivés, c'est des gens qui veulent faire une différence dans le monde du travail et j'en suis la preuve vivante. Merci Claire pour l'introduction au préalable, j'apprécie beaucoup. Comme Claire le mentionnait, je viens de le mentionner, je suis une personne vivant avec un trouble d'anxiété généralisée ainsi qu'un trouble de bipolarité. Je célèbre cette année, je mentionne le mot célèbre, le 30e anniversaire de ma première crise de panique ainsi que ma première dépression. Diagnostiquée et j'ai eu au courant des années subséquentes à vivre quelques tempêtes, je les appelle les tempêtes, et j'ai été diagnostiqué l'année dernière avec un trouble de bipolarité. Donc pour moi, la santé mentale, c'est bien sûr un fait, c'est un élément qui fait partie de mon parcours personnel, mais c'est aussi une passion professionnelle. J'en ai fait aussi une passion de vie, j'en ai fait une mission de vie, d'essayer de déstigmatiser, sensibiliser, faire une différence, surtout dans le monde du travail, parce que au cours de ma carrière de plus de 25 ans, mes clients ou mes partenaires ont toujours été des organisations de toute taille. Donc, que ce soit 10 employés jusqu'à 5000. Pour moi, le bien-être organisationnel, la santé mentale organisationnelle est quelque chose qui me touche beaucoup. Et merci à nouveau, Claire, pour l'invitation. Je débuterai avec quelques constats. Je pense que c'est important de le faire pour les amateurs de chiffres, de data, de données. Je vous promets, ce ne sera pas une présentation de données. Mais déjà d'emblée, je vous amène sur ces 3 statistiques d'une enquête de Deloitte qui a été faite il y a presque 3 ans, tout début de pandémie, qui mentionnait que, écoutez, 30 employés sur 1000 s'absentent du travail à tous les jours. À chaque semaine, en fait, pour des enjeux de santé mentale. C'est énorme. J'ai même vu passer une statistique cette semaine où est-ce qu'on parle d'une personne sur 3 qui ont vécu un arrêt de travail pour santé mentale en 2022. C'est majeur. 70% des coûts en invalidité sont attribuables aux enjeux de santé mentale. Quand j'ai débuté ma carrière en 1999, je travaillais pour un grand assureur canadien. J'étais justement dans le département de gestion d'invalidité, de gestion d'absence. On parlait à l'époque de 20 à 30% des coûts étaient attribuables aux enjeux de santé mentale. On est rendu à 70%. Il y a une espèce de bulle qui est en train de se former où est-ce que la pression sur les régimes d'assurance collective, surtout au niveau des enjeux de santé mentale, est énorme. Et je pense que dans les prochaines années, s'il n'y a pas des actions concrètes en termes de prévention, j'en parlerai un peu plus tard, cette bulle va crever et les régimes d'assurance collective ne seront pas soutenables, vont devenir insoutenables en fait. 3e statistique rapide, 2,5 trillions, les coûts liés aux problèmes de santé mentale sur l'économie canadienne en 2041, selon Deloitte encore. Juste pour vous donner une perspective, le PIB du Canada en 2023 était de 2,1 trillions. Donc, les coûts attribuables aux problèmes de santé mentale d'ici une quinzaine d'années vont être plus grands que le PIB actuel. Donc, nous vivons une crise sociétale, organisationnelle en matière de santé mentale et on doit faire quelque chose. Autres statistiques qui sont importantes pour moi, on parle de statistiques vraiment qui sont assez incroyables. 58% des salariés ne se sentent pas à l'aise de parler de leur santé mentale au travail.
Donc, on parle de plus d'un employé sur deux qui n'irait pas parler à son gestionnaire si celui-ci vivait, par exemple, de l'anxiété ou les symptômes précurseurs d'un burn-out. C'est majeur. Donc, on parle de stigmatisation. J'y reviendrai dans quelques instants. 57% des salariés à un régime d'avantages sociaux et ou programmes d'aide aux employés n'y ont pas recours. Claire mentionnait en début que j'ai eu la chance de travailler pour 2 fournisseurs de programmes d'aide aux employés dans ma carrière et je peux vous confirmer que les taux d'utilisation des programmes d'aide aux employés sont faméliques et ils le sont toujours. Lorsqu'une organisation a un taux d'utilisation de 10%, ben on sort le champagne et on célèbre. Mais il n'y a pas de quoi à célébrer parce que si on parle d'un employé sur 3 qui s'absente pour raison de santé mentale, les taux d'utilisation devraient être beaucoup plus importants. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ça fait appel à certaines barrières et je vais en parler à la prochaine diapo. Finalement, celle-ci me fait toujours un peu sourire, mais je dirais un sourire un peu ironique. C'est 40% des employés ne savent même pas ce qu'est un programme d'aide aux employés. Et je vous rappelle qu'un programme d'aide aux employés est un service gratuit, pour la plupart des cas, qui est fourni par l'employeur. Donc, si presque une personne sur 2 ne savent même pas qu'ils ont accès à un service gratuit, comme on dit en anglais, Houston, we have a problem. Et c'est vraiment, effectivement, une situation qui est insoutenable. Je vous fais un portrait. Quand j'ai eu la chance de travailler dans les programmes d'aide aux employés, j'ai eu la chance de discuter avec certains employés qui me mentionnaient qu'eux étaient sur la liste d'attente du régime public, malgré qu'ils avaient un programme d'aide aux employés. Actuellement, au Québec, la liste d'attente pour recevoir des soins en psychologie, elle est composée de 25 000 personnes. Et imaginez, de ce 25 000, je n'ai pas les chiffres, mais il y a probablement un fort pourcentage de ces gens qui auraient accès à un programme gratuit via leur employeur. Donc, ça donne une espèce un double coup où est-ce que d'un côté, on surcharge un régime ou un système public, tout alors qu'on a accès à des services qui peuvent être gratuits. Donc, c'est les constats actuels. Allons tout de suite dans les actions. Avant d'aller dans le programme Relief à faire, je vais vous en parler. Quelle est la genèse du programme Relief à faire? Je dois vous parler de 3 barrières importantes à la demande d'aide pour un employé. La première, je pense que je ne vous surprendrai pas, c'est la stigmatisation. Donc, le stigma est encore la raison numéro 1 pourquoi les gens ne vont pas chercher d'aide, que ce soit dans la société et plus précisément dans les organisations. Encore en 2024, je constate qu'il y a encore énormément d'employés qui perdent leur emploi parce qu'ils ont osé, je ouvre les guillemets, ils ont osé parler de leurs enjeux de santé mentale, d'anxiété, de burn-out, de dépression à leurs gestionnaires ou à des collègues et ils ont perdu leur emploi. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Il y a encore des gens qui se font tabletter, qui se font mettre de côté, qui se font retirer des dossiers VIP ou chauds parce qu'ils ont dévoilé qu'ils vivaient un certain niveau d'anxiété. Alors, il y a une espèce de tabou où est-ce que ou même un élément d'omerta dans les organisations où est-ce que si on en parle, bien, on est éliminé, ce qui est tout à fait inacceptable et qui existe encore aujourd'hui. La deuxième barrière, j'irais plus je parlerai plus d'éducation. Et je ne parle pas ici de diplôme, loin de là. Je parle de littératie en termes de santé mentale et santé psychologique. Si je m'amusais à vous poser la question aux 600 personnes qui sont avec nous de faire la différence entre le stress et l'anxiété, j'aurais probablement 200, 250 réponses différentes. Si je demandais, par exemple, quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale, j'aurais sensiblement le même nombre de réponses. On a tous nos définitions et la raison est fort simple, c'est qu'on n'a jamais appris, du moins d'une perspective québécoise, à la petite école, qu'est-ce que la santé mentale, qu'est-ce que la maladie mentale, quels sont les symptômes précurseurs de l'anxiété, quels sont les symptômes précurseurs de la dépression. Alors, si on fait un parallèle dans le monde du travail, bien, c'est la même chose. Pour vous donner un exemple, personnellement, quand j'ai fait ma première crise de panique, j'étais convaincu que je faisais une crise cardiaque. C'est le cas encore aujourd'hui. Les symptômes sont similaires, mais il y a évidemment des différences majeures entre les deux. J'ai déjà croisé une chef d'entreprise qui m'a déjà dit
Tu sais, Martin, pendant plusieurs semaines, je me levais le matin et je pleurais pendant 15 minutes. Je pleurais. Par la suite, bien, je m'habillais, je mettais mon beau veston et mon sourire dans le visage et j'allais au travail. Et ça a duré des semaines jusqu'à temps que l'élastique se brise et je tombe en arrêt de travail. Mais elle m'a avoué qu'elle ne savait pas, malgré qu'elle pleurait à tous les jours, que c'était des symptômes précurseurs d'un burn-out. Malgré que cette dame, c'est une présidente, en fait, c'est une autre dirigeante d'une entreprise, il y manque une éducation qui est nécessaire, qui doit être faite dans les organisations pour permettre de viser la prévention. Je vais parler beaucoup de prévention dans le programme Relief à faire, puisque c'est l'accent. Donc, on veut travailler en amont et non pas en curatif ou en aval. On veut vraiment s'assurer de travailler dès les premières apparitions de symptômes pour éviter, comme les gens en ont parlé avant moi, des invalidités, d'éviter le présentéisme, l'absentéisme et d'avoir des employés engagés et performants. Le dernier point qui est important, qui n'est pas une barrière, mais qui doit être considéré, c'est vraiment obtenir l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes lorsqu'on parle d'un programme de bien-être ou de santé mentale dans les organisations. Si je m'amuse à poser la question à des employés, souvent j'ai des réponses suivantes. Ce n'est pas ma responsabilité, le bien-être organisationnel, c'est celui de l'employeur. C'est la job de l'employeur de me donner les services nécessaires ou de s'assurer qu'il y a un climat sain et sécuritaire au sein de l'organisation. C'est le travail de l'employeur. Et quand je pose la même question aux employeurs, ce que j'ai comme réponse, c'est totalement différent. Ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, ma job, c'est de donner des services, mais la santé mentale doit être prise en charge par l'individu. Et moi, je ne me mêle pas de la vie personnelle de mes employés. Donc, on a une dichotomie ici où est-ce qu'on a vraiment un enjeu où chacune des parties tire la couverte de son côté, alors que la réalité, et je ne vous apprends rien ici, que c'est une responsabilité partagée. Donc, l'ensemble des intervenants dans une organisation doit participer au bien-être psychologique de l'organisation en soi. Donc, pour un individu, c'est bien sûr s'assurer qu'il reconnaît les symptômes, je parlerai d'autogestion dans quelques instants, et qu'il passe à l'action pour permettre de limiter les impacts de l'anxiété ou du moins du stress dans sa vie. Ce que les organisations doivent faire, bien sûr, outre de donner des services et donner l'accessibilité à des services dans l'organisation, c'est de favoriser évidemment un environnement de travail sans préjugés et bien sûr d'établir un climat sain et sécuritaire au sein de l'organisation. Lorsqu'on retrouve ce partage des responsabilités, c'est là qu'on voit le réel succès. Et c'est là que le programme Relief à faire vient jouer un rôle primordial. Donc, je vous fais la genèse. Relief à faire est un programme qui a été bâti en 2020 par moi-même et l'équipe de recherche et clinique de Relief, le chemin de la santé mentale, qui est une organisation à but non lucratif, un organisme communautaire situé au Québec. C'est l'un des plus importants organismes en santé mentale qui aide les gens depuis plus de 30 ans, donc qui soutient les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression et la bipolarité. Historiquement, Relief offrait des services individuels et personnalisés aux individus. Donc, une personne vivant avec un trouble d'anxiété, par exemple, approchait Relief et pouvait obtenir des services de l'organisation. Ce qui est arrivé en 2020, vous êtes probablement au courant, mais il y a eu une pandémie qui est arrivée en 2020, qui a changé la donne, surtout au niveau des organisations. Et le téléphone s'est mis à sonner chez Relief, où est-ce qu'il y avait des hauts dirigeants d'organisations qui étaient complètement désespérés parce que leur force de travail était rendue au bout du rouleau, vivaient de l'anxiété importante. On se situe à peu près à l'automne 2020. Donc, le constat de Relief, c'est que Relief pouvait jouer un rôle majeur justement dans le changement des perspectives en milieu de travail et est né le programme Relief à faire qui est basé principalement sur 3 éléments principaux. Le premier, je vous en ai parlé préalablement, c'est de faire tomber les barrières en milieu de travail. Je les répète, la stigmatisation, le manque d'éducation. Et le troisième, qui est très important, c'est le manque ou l'absence de promotion des services au sein de l'organisation. J'en ai parlé brièvement. Donc, c'est la première des choses. Donc, on parle de déstigmatisation, on parle d'éducation et de sensibilisation.
Deuxième élément qui est très important, je viens tout juste d'en parler, c'est de mettre l'accent sur la responsabilité partagée. Donc, c'est de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes participent au bien-être de l'organisation et bien sûr, ait une responsabilité, ce qu'on appelle en anglais un accountability, donc une responsabilisation dans la démarche. Et le troisième élément important, c'est qu'il est basé sur l'autogestion, j'en parlerai dans quelques minutes, l'autogestion qui est la responsabilisation de l'individu sur son parcours vers le rétablissement, mais aussi vers le bien-être. Et je dirais même que je parlerais d'autogestion organisationnelle également. Donc, c'est la responsabilisation de l'organisation vers le bien-être de l'organisation. Parlons d'autogestion pour l'individu. Donc, quand je parlais de responsabilisation et de responsabilité de l'individu sur son bien-être, c'est ici que l'autogestion est au cœur, en fait, du programme Relief à faire. Rapidement, qu'est-ce que l'autogestion? Se définirait par l'acronyme suivant, le CESA, donc C-E-C-A, donc connaître, évaluer, choisir et agir. C'est vraiment l'ADN de Relief. Ils sont les experts au Québec en termes d'autogestion. J'y vais rapidement, mais connaître, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est reconnaître les symptômes. C'est se connaître également. C'est très important de reconnaître ses limites, de reconnaître les premiers symptômes et aussi de connaître, je parlais d'éducation tantôt, de connaître qu'est-ce que la santé mentale et qu'est-ce que la maladie mentale. Donc, en procurant aux individus cette connaissance de soi, mais cette connaissance également de la maladie mentale, ça permet à la personne de travailler en prévention, en amont, dès l'apparition des symptômes. Donc là, on parle ici de connaître. Évaluer, bien, quels sont les facteurs qui influencent au quotidien l'humeur ou le bien-être de l'individu. Maintenant qu'il connaît, quel est l'impact des symptômes qu'il vit sur son quotidien, au niveau conjugal, au niveau professionnel, au niveau familial, quel est l'impact? Donc, les deux premiers, C et E, sont bien évidemment dans ce qu'on appelle le volet analytique, si je peux me permettre le mot. Donc, on fait l'analyse de notre situation, de notre bien-être. Les deux derniers, choisir et agir, on passe à l'action. Donc, choisir le meilleur service, la meilleure option et aussi la meilleure stratégie pour aller mieux. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place soi-même, que ce soit le journal de l'humeur, le journal de l'anxiété. C'est des outils qu'on montre aux intervenants qui passent par Relief. C'est ce qu'on démontre aussi aux employés lorsqu'on les rencontre dans le milieu de travail. Donc, quels sont les outils que la personne possède pour aller mieux? Ça peut passer à simplement faire de la méditation ou ça peut être de l'activité physique, mais chaque personne a des stratégies différentes qui lui font du bien. Chacun a sa propre coffre à outils. Si je parle pour moi-même, dans le choisir, c'est clair que ma médication fait partie du choisir. Je dois prendre ma médication parce que si je ne prends pas la médication, bien, je vais avoir des impacts sur mon quotidien. L'activité physique, pour moi, c'est très important. La méditation, c'est aussi un outil que j'utilise régulièrement pour limiter mon anxiété. Et d'ailleurs, j'en ai fait une séance ce matin, Claire, quand j'ai su qu'il y avait près de 600 personnes. J'ai dû faire une petite séance de méditation. Mais c'est ce que j'appelle le choisir, c'est le coffre à outils de l'individu. Et l'agir, c'est probablement le plus difficile à faire, c'est de passer à l'action. C'est bien beau évaluer, connaître et choisir, mais comment je l'applique au quotidien? Donc, c'est un résumé assez rapide de l'autogestion, mais le programme Relief à faire est vraiment axé sur donner ou faire comprendre aux employés qu'ils ont une responsabilité et qu'ils sont en mesure de participer au bien-être de l'organisation. Maintenant, d'un point de vue de l'employeur a aussi cette autogestion organisationnelle à faire. Et Claire, tu n'hésites pas si Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention pour qu'on ait le temps pour les questions. J'attire ton attention sur le timing. J'en ai pour 5 minutes. C'est parfait. Donc, l'organisation, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle doit aussi procéder à une autogestion organisationnelle. C'est-à-dire qu'elle doit connaître
Et ce que le programme Relief à faire offre aux organisations, c'est bien sûr de débuter par la base. C'est par le biais de sondages organisationnels, d'entrevues avec les employés, de discussions avec les employeurs. Quels sont les éléments? Et aussi, c'est ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut regarder le data, par exemple, le taux d'incidence en invalidité, le taux d'absentéisme. On est en mesure d'avoir un portrait assez clair de la situation chez l'employeur et reconnaître les angles morts. Quels sont les risques psychosociaux qui sont les plus importants? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est l'harcèlement psychologique? Donc, c'est d'être en mesure de connaître. Parce que le programme Relief à faire n'est pas un one size fits all. Donc, chaque organisation a sa dynamique. C'est donc important de le faire. Et par la suite, c'est de passer à l'évaluation, de passer aux bonnes actions qui peut être, par exemple, une formation aux gestionnaires, ça peut être la création d'équipes de vigie, ça peut être des ateliers d'autogestion destinés aux employés. Donc, c'est des actions qui vont être adaptées selon les besoins de l'organisation pour permettre de faire tomber ces fameuses barrières que je vous ai parlé en début de présentation. Maintenant, j'aimerais vous parler d'argent. En fait, la question qui m'est souvent posée, qui m'était souvent posée avant la pandémie, quand je travaillais chez des assureurs ou dans des programmes d'aide aux employés, c'est quel sera mon retour sur l'investissement si je débloque 5 000, 10 000, 20 000, 25 000 $ pour un programme tel que un programme d'aide aux employés ou la bonification d'un régime d'assurance collective. Bon, plusieurs études parlent, j'en ai mis une ici là, selon Deloitte, là, mais plusieurs études parlent de 1 $ à 5, 6 $. Là, il n'y a pas de consensus par rapport là-dessus. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose que je m'arrête lorsque je discute avec les organisations. Je préfère leur parler de ROE au lieu de ROI. C'est retour sur l'engagement au lieu de retour sur l'investissement. Lorsqu'on met de l'argent, de l'effort, de l'énergie dans la mise en place d'un programme en santé mieux-être ou en santé mentale dans une organisation, on est en mesure de mesurer avec les bons KPI par la suite, avec des indicateurs de performance, quel est l'impact sur l'engagement, la productivité, parce qu'il faut en parler de la productivité. On a des impératifs en tant qu'organisation, c'est important d'être productif, et est-ce qu'on voit une augmentation de la production par rapport, suite à l'implantation d'un programme en santé mieux-être? Est-ce qu'on voit une baisse de l'absentéisme? Est-ce qu'on voit une baisse du présentéisme? Est-ce qu'on voit une baisse de l'incidence en invalidité? Et ça, c'est des KPI qui sont faciles à calculer. Et à la lumière des résultats qu'on a vus avec Relief à faire, on voit qu'il y a un réel changement dans les organisations parce qu'ils travaillent en prévention et non pas en curatif. Les programmes d'aide aux employés et les régimes d'assurance collective sont essentiellement des programmes qui sont dans le curatif. Donc, parfois, il est trop tard. La personne est en arrêt de travail ou la personne est rendue au bout du rouleau, alors que l'objectif d'un programme comme Relief à faire, on se retrouve en amont, en éducation et en prévention. Je terminais avec cette dernière slide ou cette dernière diapo. Je ne passerai pas au travers, mais ce que je dirais qu'il est important de mentionner, c'est la condition sine qua non, selon moi, à la réussite d'un programme comme celui-là, c'est l'engagement formel de la haute direction. Ce qu'on a vu avec le programme Relief à faire, sans engagement formel et participation active de la haute direction, le programme Relief à faire est voué à l'échec et l'ensemble des programmes de santé mieux-être sont voués à l'échec. Ça ne suffit pas de faire qu'un webinaire sur la santé mentale pour penser qu'on va régler nos enjeux de santé mentale. Ça prend un engagement financier, ça prend un enjeu de participation de la haute direction si on veut du succès dans la réussite de ce programme. Ce qu'on a vu et ce qu'on a constaté dans les organisations qui ont fait le programme Relief à faire, lorsque la haute direction, et quand je parle de haute direction, là, je parle de CEO, CFO, président, présidente, quand on voit une réelle participation et un message clair que ce programme est implanté pour les bonnes raisons, on voit des résultats. Lorsque le programme a été implanté et soutenu plus par exemple, les ressources humaines, qu'ils ont les meilleures intentions du monde, mais peu soutenu par la haute direction, c'est plus difficile. Donc, quand on voit une participation, c'est là qu'on voit les résultats. Et là, je vois une petite question. Est-ce qu'il y a eu des demandes? On a travaillé avec près d'une centaine d'organisations
en 3 ans, avec certains niveaux de succès. Je dirais qu'il y a certaines organisations qui ne sont pas rendues là. Mes amis qui ont présenté avant parlaient d'enjeux. Je terminerai là-dessus. Les enjeux qu'on retrouve. L'enjeu principal que j'ai remarqué, c'est que les organisations qui ont été intéressées et qui ont mis en place le programme Relief Affaires avaient déjà fait un bout de chemin et avaient déjà une culture de santé mieux-être mise en place. Moi, ce que je désire voir dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est les organisations qui vivent des enjeux importants et qu'au préalable n'auraient pas eu ce réflexe-là. Il y a actuellement des cultures toxiques, j'en suis convaincu chez vous, mais chez nous, il y a des grandes organisations qui ont des cultures toxiques, une rétention des employés excessivement faible, une incidence en invalidité through the roof, et ces organisations font peu ou pas d'action. Ce que j'aimerais voir, c'est que quelqu'un lève la main et qu'un dirigeant prenne conscience qu'il doit le faire parce qu'il perd de l'argent, perd des employés, et puisse à ce moment-là faire la démarche. Ça, c'est un des éléments que j'aimerais voir dans les prochaines années, et c'est probablement l'enjeu principal. Je terminerai avec une note d'espoir, c'est que je vois que les choses ont changé. Je parlais de 1994, l'anniversaire de mon premier diagnostic. On ne parlait pas de santé mentale en 1994. En fait, si vous avez peut-être vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était à peu près ça. Là. Quand on avait un enjeu de santé mentale, on était fou alliés et on était dirigé vers l'asile psychiatrique. On n'est plus là. On a fait des progrès phénoménaux dans la société. Il y a encore des progrès à faire. Je trouve que le monde du travail lague un peu. Je trouve qu'on est en retard dans le monde du travail. Mais je pense que les nouvelles générations qui sont ciblées par toutes sortes d'injures où on les pointe du doigt de certains, peut-être à tort récemment, mais je pense que les nouvelles générations vont faire toute une différence parce qu'ils n'accepteront pas de travailler dans des milieux de travail toxiques, dans des milieux de travail qui sont malsains et non sécuritaires, et les employeurs n'auront pas le choix de s'adapter et de prendre les actions nécessaires pour améliorer la situation. Alors, ça conclut pour moi. Claire, j'espère que j'étais dans les temps. Tu sais que je parle beaucoup. Merci infiniment, Martin, et merci d'ailleurs à vous tous pour ces présentations extrêmement riches et qui nous interpellent effectivement sur cette idée qu'il y a des enjeux collectifs autour de ces questions de santé mentale, d'accès au travail et qui doivent être portés à tous les niveaux. Et là, je pense que vous avez donné beaucoup d'exemples très inspirants, très éclairants et très rigoureux dans la manière dont vous les avez explorés pour augmenter la connaissance, objectiver toute la complexité du sujet pour qu'à la fin, je retiens la phrase d'Ilan, cela ait un impact sur les parcours de vie, que cela augmente les possibilités de travailler si on le souhaite et de se maintenir au travail de manière épanouie et satisfaisante. C'est quand même ça que l'on cherche à la fin. Donc, merci à tous pour tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vous propose que sans transition, on passe aux questions, qu'on prenne un peu de temps pour y répondre. Il reste un petit quart d'heure. Donc, je vous invite à répondre aux questions qui vont vous être posées maintenant de manière à nouveau concise. Pour rappel, l'objectif de ces webinaires, c'est d'apporter un premier niveau de connaissance et que chacun puisse ensuite aller creuser et chercher un peu plus loin s'il le souhaite. Donc, voilà, nous sommes prêts pour les questions qui normalement doivent apparaître à l'écran. Alors, l'assurance maladie et les médecins sont-ils les seuls prescripteurs de ce dispositif? Donc, c'est le dispositif présenté par Saskia, Natasia, Vanessa et Ilan, qui permet de bénéficier d'un job coach. Également, les salariés, agents, travailleurs non salariés peuvent-ils tous y avoir accès?
Donc, je ne sais pas qui peut Oui, répondre à cette je peux prendre. Ok, merci Oui, Saskia. je pense que c'est la seule question qui est peut-être vraiment pour moi parce que je dois vous quitter dans quelques minutes. C'est très important que la méthodologie qu'on a présentée ici est vraiment très spécifique. C'est les IPS dans le cadre de l'accompagnement des gens avec un trouble psychique modéré à grave. Parce que j'entends beaucoup du job coaching plus général, mais ici on parle vraiment de la méthodologie tant que telle dans laquelle on respecte vraiment dans l'implémentation tous les critères très étroits qui sont liés à la méthodologie IPS. C'est-à-dire que voilà, le médecin conseil ou l'autre acteur qui peut envoyer la personne vers le IPS site doit être convaincu que dans le cadre de la pathologie, la personne a vraiment besoin de IPS. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième aspect, c'est qu'on n'est plus dans la phase de l'étude, c'est-à-dire on fait encore le suivi, bien sûr, au niveau des analyses et la période dont on fait le suivi des données, mais on n'a plus des inclusions dans l'étude, mais on poursuit quand même de donner ces assurés qui sont dans le public cible la possibilité d'être accompagnés selon la méthodologie IPS dans la phase transitoire où on est en train de préparer l'implémentation. Le projet IPS, en ce qui nous concerne, est limité, comme j'ai dit, au public cible de notre assurance maladie-invalidité. Voilà, ça c'est vraiment les gens qui sont en incapacité de travail suite à un accident privé ou une maladie qui n'a pas la cause au niveau professionnel, alors pas une maladie professionnelle. Pour les salariés, mais aussi pour les indépendants ou les chômeurs. Tous les autres publics cibles qui peuvent aussi avoir bénéfice d'un accompagnement dans le cadre IPS ne sont pas inclus dans l'exposé qu'on a fait aujourd'hui. Et ça, c'est aussi très important de savoir. Ce ne sont pas seulement les médecins qui peuvent prescrire ce dispositif. Je connais dans la Belgique au niveau fédéral, on a plusieurs routings qui sont possibles, c'est-à-dire on a le médecin conseil qui peut envoyer la personne pour un accompagnement IPS, mais le médecin conseil va d'abord envoyer la personne au coordinateur de retour au travail. Je ne veux pas aller trop dans les détails pour les aspects qui sont liés à la législation belge, mais dès que quelques années, on a le coordinateur de retour au travail qui est vraiment dans le cœur de ce processus. Alors, quand le médecin conseil veut envoyer quelqu'un dans le cadre du projet IPS à un job coach, il passe par le coordinateur de retour au travail. Le coordinateur de retour, l'assuré peut aussi contacter spontanément le coordinateur de retour au travail. Et là, la décision peut aussi être prise que c'est vraiment qu'un accompagnement IPS est recommandé. Et une troisième routine qui est possible, c'est la personne qui est en incapacité de travail plus d'un an, qui va contacter le service régional de l'emploi en disant qu'il veut commencer, qu'il veut prendre des étapes au niveau de son retour au travail. Et dans ce processus, c'est aussi possible qu'il a le soutien, par exemple, de quelqu'un du soin et qu'il dit, je veux vraiment le programme IPS. Mais on ne peut pas oublier ce qui est important dans le cadre de la notion zéro exclusion IPS, que dans la Belgique, il y a toujours encore quelqu'un qui doit quelque part déterminer si l'accompagnement est en compatibilité, est en lien avec, est compatible avec l'état de santé de l'assuré. Alors, c'est une question qu'on ne sait pas répondre. Alors, les gens qui s'intéressent vraiment au niveau des détails, c'est mieux de nous contacter aussi, qu'on puisse donner la réponse qui est le plus correcte possible pour éviter qu'il y ait des malentendus. Oui, et qu'en plus, entre les pays, voilà, qu'on fasse les correspondances. Merci infiniment, Saskia. Si vous avez besoin de vous déconnecter, faites-le sans crainte. Nous, on continue à répondre aux questions, mais merci encore pour tout. Alors, on continue pour essayer de prendre un maximum de questions. Pouvez-vous résumer les points positifs pour les personnes accompagnées dans le programme comparé aux personnes accompagnées de façon classique, finalement, dans l'intervention d'Ilan? C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est la comparaison entre les deux courbes. Quels sont les aspects les plus positifs en résumé?
Alors, est-ce que Ilan, Oui, vous souhaitez répondre à cette question? Oui, avec grand plaisir. Merci pour votre question. Donc, voilà, comme tu dis, j'ai dû aller un peu vite sur les résultats, mais je dirais que ce qu'on observe entre les deux programmes, le programme 1 étant le programme IPS, donc plus vite possible essayer de ce que la personne trouve un job compétitif, comme il a été expliqué par Vanessa Anastasia, et en sachant aussi qu'il y a un suivi illimité dans le temps du job coach. Donc, le suivi du job coach ne s'arrête pas au moment où la personne a trouvé un travail, et le job coach est en charge, on va dire, de 20 personnes. Okay. Et ça, on l'a comparé au programme que nous on appelle classique. Le programme classique, c'était quoi? C'est un programme où on essaye de reconstruire le capital humain de la personne, un nouveau parcours. Et donc, ça, c'est une différence. La deuxième différence, c'est que l'idée, c'est qu'il fasse une formation. 3, c'est qu'il y a un suivi que de 6 mois après la fin de la formation. Et finalement, la personne qui fait le suivi a beaucoup plus de personnes à sa charge. Donc, ce sont les 3 dimensions, si on veut un peu simplifier, on va dire, qui différencient les 2 programmes qu'on a comparés. Okay, donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a comparé. Et je pense que c'est une question importante parce qu'effectivement, pour savoir l'effet sur quoi, voilà. Donc, maintenant, les effets 1, on a dit il y a une probabilité plus importante, ça double la probabilité à 18 mois que la personne soit en emploi tout en étant toujours en invalidité. Donc, en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou en France, vous pouvez recommencer un travail, généralement à temps partiel, tout en gardant une partie ou l'entièreté de vos allocations d'invalidité. Et donc, l'effet positif sur l'emploi se fait dans le cadre de ce type de programme-là, et on parle d'avoir 2 fois plus de chances d'être en emploi. Donc, 2, c'est que comme j'ai dit, il n'y a aucun effet sur la sortie de l'invalidité de manière totale, on va dire. 3, c'est qu'on a l'impression, l'assuré semble réaliser plus vite que s'il veut trouver un emploi, il va devoir diminuer ses attentes en termes de salaire et d'heures de travail. 4, le type d'emploi qui est trouvé sont des emplois surtout dans le secteur privé, okay, donc qui est cohérent, on va dire, avec la philosophie de l'IPS, de trouver un emploi vite, un emploi compétitif normal. 5, c'est que, et ça fait sens aussi par rapport à la différence entre les 2 programmes, c'est la probabilité d'être en formation pour les personnes qui ont été placées de manière aléatoire dans le programme IPS, elle est plus faible. Puisqu'ils ont une probabilité plus importante de trouver un emploi, évidemment, le trade-off, c'est qu'ils ont une probabilité plus faible d'être en formation, ce qui est cohérent avec l'autre programme, qui justement pousse les personnes à d'abord se réformer. Et on pourrait alors aussi arguer que peut-être que cet effet sur l'emploi du programme IPS ne vient que du fait que les autres sont coincés dans une formation. Et ce que nous, on peut dire qu'à 18 mois, l'effet formation semble s'atténuer alors que l'effet emploi pas. Maintenant, il faudra attendre les résultats à 30 mois puis à 60 mois pour voir si cet effet locking, comme on l'appelle, pour faire le malin en économie, est-ce qu'il explique la différence, mais a priori, pas sur base des premiers résultats. Et puis finalement, oui, ce que j'ai dit aussi, parce que je pense que c'est important, vu les personnes qui suivent le séminaire, c'est qu'aucun effet sur la santé, sur le bien-être négatif du fait d'avoir commencé à travailler plus rapidement. Et puis, vraiment, dernier point, c'est qu'on voit aussi un effet positif sur le salaire, okay, puisque ces personnes-là travaillent, c'est cohérent, parce qu'elles gagnent un salaire plus élevé en moyenne que celles qui travaillent moins ou pas. Et évidemment aussi un effet négatif sur la question d'invalidité, puisque comme elles commencent à travailler, à partir d'un certain nombre d'heures, elles perdent une partie de leurs allocations. Donc voilà, très vite, ça c'est la plupart des... Merci pour cet exercice de synthèse, Ilan, très clair. On continue très vite les questions pour pouvoir essayer. Merci beaucoup pour votre organisation. Je pense que c'est pour la présentation de Martin. Quel facteur favorise l'engagement de la haute direction? Qu'est-ce qui fait qu'il s'engage et se mobilise? Merci pour la question, Sonia. C'est très simple quand on parle avec la haute direction. Je dirais que, pour utiliser une expression anglaise, money talks. Quand on s'assoit avec l'organisation, j'ai parlé des ROI tantôt, mais quand on leur démontre les coûts associés à l'absentéisme, à l'invalidité, au présentéisme,
Et je vous en donnerai un. Là, il y a une étude qui a démontré qu'une personne qui s'absente en invalidité, ben, pour le remplacer, c'est 33% du salaire de l'individu qui doit être, disons, investi dans l'absence de l'individu. C'est majeur. Alors, quand on leur parle de l'impact financier, première des choses, l'impact sur le bottom line, appelons-le comme ça, là, sur les résultats de l'organisation, c'est plus facile d'obtenir leur engagement. Deuxième élément important, c'est le facteur humain. Quand on est capable de les convaincre que les employés qu'ils ont actuellement vont rester parce qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent respectés, non stigmatisés, c'est majeur pour eux. Dans une situation actuelle de pénurie de main-d'œuvre, de convaincre une organisation de dire que si un investissement dans le mieux-être et dans la santé mentale de vos employés, une forte majorité de vos employés vont rester non seulement en santé, mais vont rester dans l'organisation, ben c'est un plus pour cette organisation. On ne peut pas s'assurer un 100% de rétention des employés, mais si on a une augmentation de 10, 15, 20% de rétention d'employés, c'est déjà un pas majeur parce que vous savez les coûts que ça engendre de former une nouvelle personne continuellement dans l'organisation. Donc, je dirais que c'est les deux facteurs les plus importants. Donc, l'aspect financier, l'impact sur l'organisation d'un point de vue financier et l'impact sur le facteur humain, donc l'engagement des employés. Je parlais de productivité tantôt, la reconnaissance, l'appartenance à l'organisation. Ça, pour moi, quand on fait cette démonstration aux organisations, aux dirigeants, c'est là qu'on les agrippe un peu, on les attrape et on est en mesure de mettre en place des programmes comme un programme comme Relief AFA. OK. Très bien, merci Martin pour cet éclairage. On prend encore une ou deux questions. Alors, non, plus de questions? Si, pourtant il y en a plein. Une équivalence sur le territoire français auprès des CPAM? Merci. Alors, j'imagine que donc effectivement la question c'est est-ce qu'il y a une équivalence de l'expérimentation, de la co-construction du programme de l'INALMI et de l'Université de Bruxelles, libre de Bruxelles en France? Est-ce que, Jean-Philippe, on peut y répondre peut-être à deux voix? Très bien. Est-ce que déjà, on se demandait si INALMI, vous aviez conscience de certaines choses en France dans la continuité de ce que vous avez initié? Ou alors peut-être, oui, alors je vois que je pense que Saskia est en partie, peut-être ça sera un petit peu compliqué. Peut-être là-dessus, la particularité entre la France et la Belgique, là c'est vrai que la particularité de ce projet, c'est d'être vraiment une réflexion en amont au niveau politique et institutionnel sur la pertinence finalement d'expérimenter en vue d'un déploiement des programmes d'accompagnement de type IPS à l'échelle du territoire belge. En France, il n'y a pas eu cette démarche-là en amont. Il y a eu une décision politique qui a été de déployer l'emploi accompagné, mais pas du tout en lien, pour le coup, avec l'assurance maladie, partant plutôt des publications et de la connaissance de ces dispositifs-là à l'étranger. Et donc, il y a eu, je ne sais plus dans quelle circulaire, il y a maintenant 3-4 ans, une décision politique qui a été prise de déployer dans toutes les régions des plateformes d'emploi accompagnées qui permettent d'accompagner selon la méthode inspirée de job coaching, inspirée IPS, mais pour lesquels se pose du coup la question de la qualité de la mise en œuvre, de la fidélité aux principes IPS, parce qu'avec un cahier des charges finalement assez pas flou, mais en tout cas au contour assez ouvert, j'ai envie de dire, et qui aujourd'hui est la manière dont on l'a déployé en France. Mais donc on n'est pas dans une expérimentation, on est dans un choix politique de déploiement et où les personnes peuvent être orientées vers ces plateformes d'accompagnement, on appelle ça des plateformes d'accompagnement,
par les maisons départementales du handicap qui orientent les personnes qui souhaitent en bénéficier. Voilà, donc ce n'est pas exactement la même réflexion. Et ce qui nous intéresse en Belgique dans votre réflexion, c'est l'enjeu d'efficience, de se poser la question de la pertinence du modèle et de son efficience objectivée. Je vous propose qu'on prenne une toute dernière question en 1 minute pour respecter le timing. Ou bien c'est trop tard. Alors, quelles sont les relations avec psychiatres et aux médecins traitants? Il me semble que c'est pour Vanessa et Natasia, cette question. On peut répondre rapidement ensemble en 30 secondes chacune. Ouais. On a mobilisé donc dès le départ les différents réseaux de soins de santé mentale en Belgique avant de lancer le programme IPS. Et je dirais qu'il y a vraiment différentes réactions. Et donc, il y avait en effet déjà un réseau qui travaillait un peu la question de la réintégration, réinsertion, retour au travail, voilà. Mais ils n'étaient pas intégrés à l'assurance sociale concernée. Et donc, on a plus travaillé finalement, je dirais, avec d'abord des sites où il y avait donc des job coach IPS qui, eux, devaient nouer et développer ce réseau avec les soins. Il y en a un qui historiquement était mieux, j'ai envie de dire plus aidé, c'est qu'il était directement situé dans un hôpital et donc évidemment il avait une facilité à nouer plus facilement les relations avec le soin, mais ça reste une grosse question et je dirais que la question des représentations qui était posée dans une autre question demeure toujours aussi un point très important, c'est-à-dire que ce point des représentations peut en fait se retrouver à travers n'importe quelle branche de la sécurité sociale, comme à travers n'importe quel médecin aussi. Il y en a certains qui ne veulent pas travailler non plus encore à aider la personne à retourner vers le travail. Donc, on a des grands enjeux, je pense, qu'on peut retrouver dans différents pays. Natasia, tu me complètes? Absolument, et qu'on a un vrai défi en un mot. On a un vrai défi à l'intégration aussi des job coachs dans différentes structures. C'est-à-dire qu'avoir une intégration dans le soin, avec différentes structures, avec une possibilité d'action à différents niveaux aussi. Donc, cette première ligne, comment elle se déploie, etc. Et donc, avec qui, avec quel type de relation, évidemment, ça, c'est un enjeu, avec évidemment toutes les différences que ces job coachs évoluent dans des cultures d'équipe très différentes et dans des relations là-dedans qui sont éminemment différentes et dans lesquelles il y a un vrai enjeu là à multiplier aussi les possibilités d'accès et fondamentalement avec la philosophie du rétablissement que ça sous-tend aussi, d'avoir des équipes qui soient preneuses et en même temps dans quel cadre ça se met et tout, ce qui est évidemment un des grands enjeux aussi, de faire sa place dans des équipes là-dedans pour ces nouveaux rôles. Merci beaucoup et effectivement il y a encore du travail et on voit bien dans vos propos à quel point on a besoin de créer tous ces espaces de dialogue et considérer que ça n'est pas un sujet d'une catégorie d'experts mais que c'est la pluralité des regards et la convergence des regards qui sera certainement un gage de succès, en tout cas de progrès et d'amélioration et c'est ça auquel on essaye de contribuer. Il est 16h03 en Europe. Si je ne me trompe pas, il doit être 10h de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la fin de ce 7e webinaire. Merci à vous tous pour cette participation très, très nombreux. Je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on en avait beaucoup trop. Voilà, alors je me dis, ça va certainement vous donner envie de venir pour le prochain webinaire qui aura lieu en juin et on va essayer de continuer à vous nourrir, à vous apporter des témoignages de terrain, des pratiques très opérationnelles pour qu'on puisse chacun à notre niveau prendre nos responsabilités. Je retiens ça aussi de notre rencontre du jour, c'est comment chacun, depuis sa place, peut prendre sa part à cet enjeu collectif et jouer sa partie.
on vous demande de remplir quelques questions pour nous dire finalement comment vous avez vécu ce webinaire. Merci par avance d'y avoir répondu. N'oubliez pas notre projet de recherche. Ça va se terminer dans quelques semaines. Si vous pouvez le diffuser et y répondre, ce sera très précieux pour faire avancer aussi le sujet et la thématique. Et puis, le colloque à l'automne à Montréal, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, merci encore à vous tous. Rendez-vous au mois de juin pour le prochain webinaire. Et d'ici là, passez une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.